Alors, je vais tenter cet après-midi de déplier avec vous certaines mesures prises dans le secteur de l'aide à la jeunesse sous l'angle des loyautés. La loyauté qui sera majoritairement au centre de mon propos aujourd'hui concernera essentiellement la loyauté verticale des enfants à leurs parents. Alors, comme Stéphanie l'a nommé ce matin, Bozor Meninagi était traversé par l'énigme de cette loyauté, puisqu'elle semble persister dans les situations où le parent n'est pas méritant, dans ces situations où l'on pourrait imaginer que la dette de l'enfant serait toute relative, voire annulée. Or, le constat est fait dans la clinique que cette loyauté semble avoir une certaine même priorité sur les autres. Catherine Ducomment-Nagy avance même que, je la cite, « Les enfants les plus maltraités, vivant dans des familles chaotiques, dont les parents sont démunis, demeurent les plus loyaux. » Mon projet aujourd'hui va être de déplier par conséquent les situations qui peuvent empêcher cette loyauté de s'éprouver et qui engendreraient des modalités d'expression destructrices pour la personne. Nous y reviendrons surtout en seconde partie, après la pause, pour voir quelles pistes concrètes on peut mettre en place dans les interventions pour tenter d'éviter ces situations le plus possible et rendre à la loyauté de l'enfant son côté libérateur plutôt qu'oppressant, comme on l'a vu ce matin. Mais il me paraissait nécessaire qu'on s'arrête un petit peu d'abord autour des fondements, finalement, de cette redevance verticale que l'enfant a envers son parent et sur le contrat tacite contracté au moment de la naissance de l'enfant, par les parents d'une part, par l'enfant d'autre part, ce qu'on appelle aussi la double dette de vie. Avant d'aller plus loin, j'avais envie de vous passer un extrait du film Capharnaüm qui illustre assez bien certaines choses. Dans cet extrait, Zeyn naît dans la pauvreté, dans une fratrie de plusieurs enfants, et il donne tout pour le bien-être de sa famille. Il travaille, s'occupe des plus petits. Il capte d'ailleurs à un moment donné que malgré tous ses efforts pour protéger sa sœur, ses parents la vendent à Hassan, l'homme pour qui Zeyn travaille. Plus tard, il apprend la mort de sa sœur. Il veut rétablir la justice et il s'en prend physiquement à Hassan. Puni, il est emprisonné pour avoir voulu finalement rétablir l'ordre des choses. Pendant 12 ans, il a tenté d'aider ses parents, protéger ses frères et sœurs, pour rien. Lorsque sa mère lui annonce qu'elle est à nouveau enceinte, lors de sa visite en prison, c'est alors que la coupe est pleine et Zeyn porte plainte contre ses parents. La plus grande injustice, c'est la vie, dit-il. Et à sa mère, celui que tu portes sera comme moi. Je ne veux pas que mes parents aient d'autres enfants. Ce que Zeyn dénonce, c'est le fait que ses parents ne respectent pas leurs dettes qu'ils ont contractées à la naissance de chacun de leurs enfants. En effet, l'enfant est en dette par rapport à ses parents de lui avoir donné la vie, mais de leur côté, les parents eux aussi contractent cette dette d'accompagner cet enfant dans la vie, enfant qui sera d'ailleurs dépendant pendant de longues années. Comme disait Francis Mertens, qui a été invité à 2 colloques précédemment, il y a donner la vie et mettre au monde. Ce sont 2 choses complémentaires. Ici, on pourrait dire que les parents de Zeyn donnent la vie, mais ne mettent pas au monde, dans le sens de les accompagner à être au monde. L'être humain, contrairement à d'autres mammifères, vit très longtemps dépendant de ses parents, et donc les parents sont responsables d'aider leurs enfants à vivre et à se développer. Cette relation parent-enfant est donc caractérisée par une double dette de vie, mais elle est par essence asymétrique en ce que chacun est présumé évidemment donner à l'autre. Pendant longtemps, le parent donne plus que l'enfant ne peut rembourser. Alors dans le film, on voit que la mère, elle semble réduire cette dette quand elle s'explique, vous n'avez pas vu l'extrait, mais à leur fournir un toit à leurs enfants et à manger. Alors ce qui peut-être de son point de vue constitue sans doute la base
à leur fournir dans le contexte de précarité dans lequel ils vivent. Mais au prix de quoi? De qui? Les enfants se sacrifient, ils ne vont pas à l'école. Zayn, qui voudrait y aller, n'y va pas. Il y a un mariage forcé pour l'autre. Les plus petits vivent avec de la poudre de médicaments à leur portée. Or, de l'autre côté, celui des enfants, Zayn, lui, rembourse cette dette de vie depuis toujours. Il aide, il travaille, il participe même à des actes frauduleux. Il s'oublie presque totalement dans ses propres besoins. Alors ce que Zayn dénonce, c'est l'injustice d'être mis au monde dans des conditions misérables par des adultes qui n'endossent pas leurs responsabilités de parents, de cette dette dont ils ne s'acquittent pas, contractée à la naissance de leur enfant et qui a fait d'eux des parents. Le prochain sera comme moi. Il refuse que ses parents puissent encore donner la vie. Ce que Zayn pourrait dénoncer, c'est le côté injuste que peut prendre aussi finalement peut-être cette loyauté de l'enfant envers son parent lorsque ce dernier ne rembourse pas sa dette. Voire pire, néglige, maltraite son enfant. Car cette décision de mettre un enfant au monde, comme on l'a dit, est prise par le parent seul. L'enfant, lui, n'a rien demandé. Il met en avant que cette décision, c'est une décision unilatérale de la part des parents, ce qui pourrait remettre en question la légitimité d'être en dette de vie chez l'enfant, puisqu'il n'a pas demandé à naître. L'enfant serait en droit de refuser cette dette dans de telles circonstances, mais la clinique nous montre que cette loyauté de l'enfant s'opère même si dans l'autre sens, les parents, eux, n'ont pas pris soin de leur enfant, ne l'ont pas protégé des dangers. Pourtant, on l'a vu de façon générale avec Stéphanie ce matin, que la loyauté se base généralement sur la redevance envers les gens qui nous ont aidés le plus, une obligation à nous montrer juste envers ceux qui se sont montrés disponibles pour nous. Mais dans ce cas-ci, elle semble s'appuyer sur d'autres déterminants. Alors lesquels? Une première explication pourrait trouver sa source dans la dette de vie, on l'a dit. Les liens de sang nous pousseraient à offrir notre loyauté à nos parents, même s'ils ne l'ont pas méritée. On pourrait alors parler de loyauté existentielle. L'enfant leur doit la vie et chercherait à rembourser cette dette tout au long de sa vie. Ce lien qui nous unit à nos parents biologiques est en quelque sorte indestructible. Ils nous ont donné la vie, leurs gènes, et ne peuvent en aucun cas venir les reprendre. Le lien de sang serait le seul lien, finalement, qui ne peut pas être contesté, qui ne peut pas être brisé totalement. Alors, si nous poursuivons cette idée, se montrer loyal à ses parents, ça pourrait être aussi s'aider soi-même également, puisque notre existence est irréversiblement liée à la leur. Rester loyal à ses parents non méritants peut aussi signifier que nous ne les considérons pas comme des monstres et que par conséquent, nous ne sommes pas nous-mêmes monstrueux. Comme on l'a vu ce matin, nous gagnons donc quelque chose à découvrir des éléments positifs et humains en nos parents. Cette piste de la loyauté indéfectible en rapport au lien de sang ne se réduit pas aux parents, mais concernerait également la famille biologique de nos parents, notre lignée, notre patrimoine. Enfin, si nous suivons cette piste d'explication par la dette de vie, rester loyal à sa famille peut également s'exprimer par le fait de participer à sa continuation. En donnant la vie à notre tour, nous contribuerions à perpétuer la lignée. C'est donc en donnant la vie que l'enfant grandissant pourrait tenter de s'acquitter de cette dette de vie, ou en tout cas, pourra trouver le moyen de rester loyal à ses parents et à sa lignée. Alors je travaille avec des adolescentes placées en institution, dont le lien aux parents est parfois terriblement abîmé, voire inexistant. Et nous pourrions avoir un autre regard sur leur désir d'enfant précoce, qui pour certaines devient un réel projet et qui mettent des bébés au monde à 17, 16, 15, 14, voire 13 ans. Le désir d'avoir de l'amour et de pouvoir en donner, bien sûr, au centre de ce désir d'enfant pour ces jeunes filles, qui sont pour la plupart fortement carencées affectivement. Mais c'est également un moyen de rester peut-être à minima loyales à leur famille en assurant la continuité. Devenant mères, elles font de leurs parents des grands-parents. Dans certaines situations, avoir un enfant très tôt, devenir une fille-mère, comme on dit souvent,
pourrait également être une tentative de chercher à excuser leur propre mère, à comprendre, en répétant ce schéma d'avoir un enfant très tôt ou trop tôt et d'être confronté aux difficultés de s'en occuper. Ce serait une façon de se dire « Oui, ok, finalement, c'est quand même compliqué d'élever un enfant. Je comprends peut-être mieux que maman ait voulu me confier à quelqu'un d'autre. » Cela pourrait être une sorte de loyauté invisible, mais nous y reviendrons plus tard. Donc, à la question de savoir pourquoi la loyauté augmente que le parent ne le mérite pas, Nagy répond que la loyauté permet d'exercer son droit de donner plus que de rembourser. Quelle que soit la nullité du parent, l'enfant se doit de lui rester loyal. La loyauté devient comme un prétexte à pouvoir donner. La loyauté rejoindrait donc l'idée d'une occasion de donner, une opportunité à offrir sa générosité dont on a parlé ce matin. L'an passé, pour ceux qui étaient présents, j'avais déjà insisté sur l'importance pour l'enfant et le jeune de pouvoir continuer à donner à sa famille, malgré l'éloignement, malgré les mesures prises pour sa protection. C'est une occasion de pouvoir gagner en mérite, en valeur humaine, à grandir en tant que sujet qui donne à l'autre, qui est utile à l'autre. Dans les familles que nous rencontrons dans l'aide à la jeunesse, nous sommes confrontés à des parents souvent abîmés par la vie, en souffrance physique ou psychique, qui vivent parfois dans des contextes de précarité tels que les conditions de vie ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins de chacun, et parfois dont leurs propres parents n'ont pas su endosser leur parentalité. Alors dans ces contextes, comment l'enfant peut-il donner à son parent déficient sans que ça soit destructeur pour lui? L'enfant est le premier à sentir les difficultés de son parent et à vouloir l'aider. Stéphanie en a parlé longuement ce matin. C'est dans ce contexte que très souvent, malheureusement, l'aide qu'il veut apporter à son parent dépasse ses capacités développementales. Et de plus, ne sera pas souvent vue, pas reconnue par son parent. La loyauté de l'enfant sera alors parfois exploitée par le parent, sans que ce soit évidemment parfois son intention, ni parfois même conscientisée par celui-ci. Il est donc primordial que nous aidions ces enfants à se développer dans un milieu qui respectera leurs besoins. Et ce ne sera pas toujours leur famille, mais à la condition de prendre en compte que ce qui compte le plus pour eux parfois, c'est que nous les aidions à aider leurs parents.